Bonjour. Vous attendez quand même pas à des scoops très particuliers, ni au côté, j'allais dire, face cachée du plan Alzheimer. Je vais vous rappeler que cette mission que j'ai eue avec Madame Christine Van Broekhoven par nos trois ministres santé, recherche et personnes âgées fait suite au fameux discours du président de la République le 21 septembre 2012, où il avait dit qu'il demanderait une évaluation du plan avant de pouvoir continuer sur quelque chose autour de l'Alzheimer et des maladies neurodégénératives. Je rappelle simplement que vous le savez très bien, ce n'est pas ici que j'ai besoin d'insister à la fois sur l'importance qu'a la maladie d'Alzheimer, sa gravité, sa fréquence et les conséquences que ça a dans notre système de prise en charge, les conséquences également sur le système social et sur les aidants. Mais c'est simplement pour rappeler que ce plan est le troisième plan aussi, puisque le premier plan a eu lieu après le rapport Girard en 2000, puis il y a eu un plan qu'on a appelé Kouchner, puis un plan d'Ousteblazy en 2004, pour arriver au plan 2008-2012, qu'on appelle également le plan Sarkozy. Alors, j'ai mis le petit signe de mission impossible. J'espère que cette mission n'était pas complètement impossible, et donc je vais vous donner quelques éléments de ce rapport. Dans les éléments de contexte, ce qui me semble important de rappeler, c'est que évaluer un plan, c'est quelque chose qui n'est pas très simple, dans la mesure où c'est un plan qui se fait pendant un certain nombre d'années, et que l'évaluation se trouve juste après, alors qu'un certain nombre d'actions sont encore en cours. Donc c'est un contexte qui est complexe, un contexte dans lequel se posent des problèmes aussi d'action publique, action publique qui est tournée vers une maladie. Là, dans le cas présent, c'est la maladie d'Alzheimer et maladie apparentée, contre un problème plus général qui se retrouve là, puisqu'on sait que ces maladies-là sont une forte cause des problèmes de dépendance chez les sujets âgés en particulier. Un deuxième élément qui me semble important de rappeler, c'est qu'on est en plein contexte d'enjeux de territoire. Et j'emploie ce mot avec des guillemets, mais vous vous doutez bien un petit peu les conflits potentiels qu'il peut y avoir à travers nos différents champs disciplinaires, professionnels, mais pas simplement professionnels, associatifs également. Et là, dès qu'on sortira un petit peu de la maladie d'Alzheimer, on voit comment les problèmes s'accentuent. Un problème de notre système très franco-français, qui est d'organisation de notre système en millefeuille, qui est décrié par tout le monde, mais qui malheureusement est quelque chose qui est une constante permanente, avec le problème qui vient derrière, c'est le problème des compétences territoriales à travers des actions qui sont centralisées, voire décentralisées. Puis aussi des questions qui se posent à travers les valeurs humanistes qui semblent essentielles et les valeurs d'excellence qui semblent également essentielles, et je pense en particulier à la recherche. C'est aussi toute la problématique autour des actions individuelles qui sont humaines, à côté d'actions d'organisation collective qui se veulent efficientes. Vous voyez un peu tous ces éléments qui rentrent dans le débat. Puis il y a une autre question, qui me paraissait aussi importante, est-ce qu'il faut faire un plan ad vitam aeternam, dans la mesure où on se trouve face à une maladie pour laquelle nous n'avons malheureusement pas de traitement curatif. Enfin, et ça a été un des grands éléments de cette évaluation qui était un élément négatif, au sens où il manquait cet élément essentiel, c'est que nous n'avions pas de véritable étude d'impact qui nous permettait, avec, j'allais dire, par la preuve, avec une evidence base, de pouvoir dire que telle et telle mesure a été correctement menée. Donc ça, c'était un petit contexte général. Je vais juste rappeler ça, c'est une diapo que j'ai piquée à Joël Ménard, mais qui vous replace le plan Alzheimer avec ces trois axes, ces 11 mesures phares et ces 47 mesures. Autre élément clé de ce rapport, donc l'idée était vraiment déjà dans la conception de Joël Ménard et des organisateurs de ce plan, c'était de travailler à la fois de façon intégrée en termes de recherche, de solidarité et de santé, en termes de maladies, de personnes et de familles, sur le soin, sur le prendre soin et sur le respect de la personne. Ce qui a été un élément très important, et en particulier à l'étranger, c'est que c'est les chiffres qui sont en bas, c'est-à-dire le 1,6 milliard qui a été affecté à ce plan. Ça ne veut pas dire qu'il n'a été dépensé.
Le 1,6 milliard, c'est ce qui a fait le tour du monde. Hein. Un président de la République française s'intéresse à une maladie, mais 1,6 milliard, je peux vous dire que ça a été un exemple tiré dans beaucoup de monde, et c'est pour ça que le président de la République française, d'alors, a reçu toute une série de médailles sur ce sujet. Deuxième élément, c'est que ces mesures se répartissent, là encore c'est une diapo que j'ai piquée à Bénard, ces mesures se répartissent tout au long du parcours du patient et de sa famille, dans le système du diagnostic, du prendre soin, et vous voyez en bas au niveau de la recherche. Donc, qu'est-ce que on peut dire, et là, compte tenu du temps, je ne peux pas rentrer dans tous les détails du rapport, mais prendre quelques éléments clés au niveau de cette évaluation que nous avons faite. Alors, j'ai peut-être oublié de citer le nom de Christine Van Broeckhoven, hein, c'est notre collègue d'Anvers, qui est une généticienne internationalement reconnue et qui a participé à l'élaboration de cette évaluation. Un point essentiel, c'est vrai, j'évoquais le président de la République précédent, c'est que c'était une gouvernance centralisée et très directive. Ça a été un point clé du fait que ce plan était un plan présidentiel, avec une équipe restreinte, avec un suivi du plan en mode projet. Il y avait plus de 300 indicateurs pour ce suivi de ce plan, avec une transparence, il faut le dire clairement. Le plan, on avait toute une série d'informations, et ceux qui sont regardés sur le site internet du plan avaient des résultats tout à fait intéressants qu'ils pouvaient contrôler. Cette organisation était à la fois stimulante, structurante, mais était aussi très contraignante, alors qu'on note en effet une dynamique forte par rapport aux autres plans, par rapport aux autres plans qui existaient en termes de santé publique, une dynamique forte pour pouvoir faire adhérer les acteurs. On s'aperçoit aussi qu'elle a été confrontée à la réalité du terrain et qu'elle a dû nécessiter des adaptations parce qu'on ne peut pas faire tout marcher, si vous me permettez l'expression, à la baguette. Sur des points que je vais reprendre un peu, sanitaire, médico-social, recherche, sanitaire, diagnostic, disons qu'autour des consultations mémoire de recherche et de ressources, en gros, on peut dire qu'il y a un maillage de territoire qui s'effectue d'une certaine façon assez satisfaisante, mais il y a encore des questions qui se posent sur la qualité des procédures, et puis l'intervention, les liens qu'il peut y avoir des consultations mémoire avec la recherche clinique qui me semble important à développer, avec voire même en essayant de stimuler au niveau des CM2R la part du financement au prorata de l'activité de recherche menée. Et ça, je pense que ce sont des éléments clés. Parce que si j'ai envie de vous résumer un petit peu en 4 mots, et on les reprendra à chaque fois, l'esprit de cette évaluation, c'était le mot intégration. Intégration des personnes malades dans la société, intégration au niveau des professionnels, intégration au niveau de la recherche, dans toutes ces intégrations, bien entendu, au niveau des services, on va y revenir. Mais cette idée d'intégration et de travailler en transversalité me semble important, plutôt que de développer des actions ponctuelles. Alors, on ne va pas insister sur la Banque nationale, mais en faire un véritable outil épidémiologique. Par contre, ce qui est clair dans ce plan, la place du généraliste était quand même assez décevante. Contrairement à d'autres pays, et je pense en particulier à mes amis québécois, où les médecins de première ligne sont en première ligne, nous avons fait un choix différent. Le plan a essayé un petit peu d'impliquer les généralistes avec le système de la visite longue, mais ça n'a pas marché. Mais il faut, là encore, faire un effort pour essayer de renforcer les liens entre eux et les consultations mémoire, entre eux et les Mayas, et puis essayer d'avoir tout un système d'information qui peut se faire. Troisième élément sur le plan sanitaire, c'est l'hôpital. Vis-à-vis de ces problématiques-là, il y a encore du travail, à mon avis, à faire en termes de qualité de prise en charge, en termes de formation de professionnels et en termes de dispositifs adaptés, et j'ai mis en particulier en termes de filière gériatrique pour bien prendre en charge ces problèmes. Alors, sanitaire, le médico-social, vous savez qu'il y avait une mise en place de personnel spécialisé, les fameux ESA. Là, on s'est aperçu très nettement que ça n'a pas
très bien fonctionné parce que, disons, il y avait un cahier des charges un peu trop restrictif, difficile à mettre en œuvre, avec des médecins généralistes qui devaient être les prescripteurs et qui finalement n'ont pas été ou l'ont été de façon tout à fait indirecte. Donc l'idée là-dessus, c'est pourquoi pas, c'est pas mal de pouvoir faire ces activités-là, mais à ce moment-là, donnons plus de souplesse, puisque c'est à partir des SIAD, donnons un peu plus de souplesse pour essayer de répondre aux besoins de la population âgée et pas en faire une sorte d'indication tellement spécialisée qu'on s'aperçoit qu'elle ne correspond pas vraiment à la réalité. Il en est de même des structures de répit. Les structures de répit, j'étais très surpris, moi, personnellement, parce que, en tant que gériatre et en tant qu'utilisateur de ces systèmes-là, j'étais surpris par le taux d'occupation très faible. Taux d'occupation très faible, donc des objectifs qui étaient affichés, qui ont été révisés plus ou moins au cours du plan, et pour lesquels les objectifs quantitatifs n'ont pas été atteints. Alors, on connaît tous les raisons qui font que les gens ne veulent pas très bien aller dans des accueils de jour, par exemple, les réticences, le coût, le transport, etc. Mais il faut vraiment voir que très souvent, on a un certain nombre de structures qui sont complètement, j'allais dire, isolées et qui ne permettent pas de répondre, d'où l'idée toujours d'intégrer ça au sein de filières pour pouvoir permettre vraiment des parcours aux personnes et d'autre part, encourager les structures innovantes par rapport à un système qui est quelquefois encore de cahier des charges très lourd, dans lequel, j'allais dire, dans un milieu rural, il est impossible de respecter le nombre de places nécessaires pour créer un accueil de jour. Certains ont inventé des accueils de jour itinérants, j'ai découvert cette structure-là, et ce n'était pas inintéressant. Pareil pour l'hébergement temporaire, il faut aussi lever les obstacles financiers à travers l'inscription dans les schémas régionaux d'organisation médico-sociale ou des schémas gérontologiques départementaux. Les plateformes de répit, on est tous d'accord, c'est des choses importantes dans la prise en charge quotidienne, il faut les renforcer. Et là encore, toujours un peu le leitmotiv, c'est plus de souplesse qu'une lourdeur quelquefois bureaucratique. En institution, deux types de structures, les unités cognitivo-comportementales qui me semblent avoir un intérêt dans la prise en charge justement des troubles du comportement. Quand même, on est face à des pathologies qui se manifestent outre les problèmes cognitifs par les troubles du comportement. Et dans ces cadres-là, c'est de pouvoir intégrer, là encore, correctement la double compétence gériatrique et psychiatrique. Et elle me semble essentielle, et donc là encore, il faut affiner les choses et faire en sorte que les malades jeunes, c'est dans les textes, ils peuvent être accueillis, mais c'est de favoriser, parce que là encore, les malades jeunes, on sait très bien qu'il y a des freins qui se font à leur prise en charge. Les PASA, les UHR, là encore, les résultats de cette évaluation montrent que ces résultats sont en demi-teinte, les objectifs n'ont pas été complètement atteints, parce que tout ça a été confronté, là encore, à des cahiers des charges d'une lourdeur, je pourrais rentrer dans le détail, mais disons que confronté à des réalités de terrain semble le mot générique, et là encore, il faut revoir un petit peu dans le cadre des projets généraux d'établissement. Les MAIA. Les MAIA, tout le monde sait, je crois que là, on est sur une avancée. Moi, je considère que c'est une avancée. C'est une avancée dans la mise en place d'une intégration des services, mais il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot en termes d'enracinement du concept auprès des acteurs de terrain. Et je me suis aperçu, j'ai fait le tour de France un peu d'un certain nombre d'endroits, et qu'il y avait encore des endroits où le concept n'est pas bien passé, même si la MAIA existait. Deuxièmement, c'est d'avoir des outils d'évaluation multidimensionnels reconnus, validés, et ça me semble essentiel. Il y a tout un travail qui est en train de se faire sur donner le cadre juridique sécurisant sur le partage de données, en particulier entre le secteur social, médico-social et sanitaire. Et là, il y a un travail qui s'effectue au niveau des ministères et ça sera probablement inscrit au niveau de la loi qui est de 2014. Et puis, il y a toute l'organisation au niveau des agences régionales de santé, leur intégration pour pouvoir, le travail avec le conseil généraux pour pouvoir essayer de mieux répondre aux besoins en termes de ces MAIA. Enfin, affiner la fonction de gestionnaire de cas, ça nous permettrait comme ça de répondre à certaines questions qui avaient été faites sur un certain nombre de fonctions que doivent assurer ces gestionnaires de cas. Alors sur les patients, soutenir les aidants, ça c'est évident, ça je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, mais là encore, formation des aidants, quand on regarde les objectifs n'ont pas été atteints. Quantitatifs.
Les réalisations, c'est en demi-teinte. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on fait des plans qui doivent se décliner au niveau national? Est-ce qu'on doit plutôt essayer de faire des actions locales? Est-ce que former des aidants? Enfin, toute une série de questions s'ouvrent. Mais il y a aussi, à travers ça, moi je pense qu'il est nécessaire de rouvrir des chantiers sur la consolidation des droits, sur les droits des aidants. Et j'ai appris que dans ce que j'avais dit là, que dans les pistes, aménagement du temps de travail, point de retraite, que Madame Delaunay, au village Alzheimer à Paris-Bastille, avait évoqué ce point des points de retraite comme étant une possibilité. Donc je suis heureux d'apprendre qu'elle reprend cet élément-là. Supprimer les mesures qui n'ont pas fait la preuve d'efficacité, ça c'était deux petites mesures que certains regrettent, mais je crois que vraiment ils n'ont pas fait la preuve d'efficacité. C'était ce numéro unique, alors qu'il y a des expériences, hein. J'en connais près d'ici, hein, en 92, qui ont essayé de fonctionner, sur le numéro d'information locale, et que ça n'a pas eu de grand intérêt, et la carte nationale d'Alzheimer n'a pas été un point important et un intérêt particulier. L'idéal, quand même, aurait été de pouvoir évaluer l'action, d'apprécier le résultat sur les patients eux-mêmes. Qu'est-ce que ça a apporté, ce plan sur les patients eux-mêmes? Et c'est dommage, nous n'avons pas ce type d'études, et c'est ça qui aurait été intéressant aussi à avoir. Malades jeunes, un mot, c'est qu'il y a eu un travail très dynamique de la part du Centre national de référence pour les malades jeunes, qui a fait, à mon avis, un travail très intéressant, et avec à la fois sur le plan de la prise en charge et sur le plan de la recherche, et dans lequel on va pouvoir, je pense, aussi élargir à toute la problématique des maladies neurodégénératives chez ces malades jeunes, sensibiliser des médecins comme les médecins du travail. Ça a été une des problématiques, quand on voit c'est des jeunes qui sont au travail, pour lesquels le diagnostic est souvent fait avec beaucoup de retard. Donc, médecins du travail, assistantes sociales, me semble être aussi des partenaires à inclure dans cette fameuse intégration des professionnels pour pouvoir répondre aux besoins de cette population. Également favoriser à l'échelon territorial les prises en charge, en particulier par les établissements, en lien avec le CM2R, c'est-à-dire qu'au lieu de dire, on ne peut pas imposer avec notre vision, j'allais dire un peu traditionnelle, que tous les établissements en France vont s'occuper de malades jeunes, c'est pas possible, c'est pas vrai, ça marchera pas. Par contre, il peut y avoir un ou plusieurs établissements à un échelon territorial, départemental par exemple, qui pourra s'en charger. La recherche, maintenant, deuxième pan très important de ce plan, c'était sur les 47 mesures, il y en avait 15 pour la recherche, et un premier bilan peut être fait, alors là vous avez les différences sur les cohortes, etc. Vous avez un bilan qui est positif, avec une production scientifique qui a été accrue au cours de ces 4-5 années, notablement, c'est ce qu'on appelle par nos indicateurs de bibliométrie. Mais, regardez, il ne suffit pas de regarder, c'est très bien, mais quand vous regardez la bibliométrie des autres pays, vous voyez aussi une augmentation et qu'on est dans une montée bibliométrique ensemble. Et si je ne prends pas la Chine qui est partie de loin, mais la Chine, dans cette période-là, a monté de 165%. Il y a eu des développements majeurs en génétique, il y a eu des découvertes, il y a eu des avancées intéressantes en termes de méthodologie de l'imagerie cérébrale avec l'équipe qui travaille là-dessus, les cohortes, la cohorte Memento qui est en cours, les cohortes en population qui ont été poursuivies, j'allais dire, pour pouvoir répondre à des questions, les malades jeunes, j'en ai parlé avec une bonne coopération scientifique, et puis au niveau de l'Europe, une coopération internationale qui s'est faite avec au niveau européen, avec le Joint Programme des Neurodegenerative Disease. Par contre, en termes de sciences humaines et sociales, c'est un quasi-échec. Ce quasi-échec, il y a eu de l'argent, c'est ça qui est intéressant, parce que je n'ai pas le temps, ça pourrait être une heure de discussion sur la place des sciences humaines et sociales en santé dans notre pays, et le fait qu'on mette de l'argent et que ça ne réponde pas derrière, c'est pour ça que j'ai marqué quasi-échec, parce qu'il y a une volonté au départ, mais on a là des grandes questions de restructuration à envisager. Alors vous savez que cette recherche était un peu dirigée et stimulée par la Fondation de coopération scientifique, qui a joué vraiment un rôle majeur dans sa mise en œuvre, et dans lequel on peut voir aussi également à mieux articuler avec, j'allais dire, nos politiques de recherche au niveau national.
Donc, sur sa recherche, quelques mots. Là encore, hein, c'est jouer cette carte d'intégrative depuis la molécule jusqu'à la population, en développant les actions, bien sûr, sur les malades jeunes, en renforçant les équipes à fort potentiel et en essayant d'attirer au plus les jeunes chercheurs, en essayant de permettre, non seulement de les attirer, mais aussi de leur permettre d'avoir une carrière un peu derrière, parce que s'ils sont bons, il faut pouvoir qu'on puisse les garder. Il ne faut pas qu'ils partent à l'étranger, il faut même essayer d'attirer les chercheurs étrangers, ce que le plan a essayé de faire, mais malheureusement, il n'y est pas arrivé. Développer des recherches sur la prévention et les moyens des études interventionnelles, développer les politiques de sites et de réseaux en évitant l'émiettement des forces, développer des réseaux de recherche sur les services. Et là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. On est un pays qui n'a rien en termes de Health Services Research, et donc à ce moment-là, il nous est important qu'on structure cette recherche-là, et ça apportera justement des réponses. Ça aurait pu apporter des réponses quand on veut parler d'évaluation d'un plan de santé publique, un plan Alzheimer ou autre plan. Et inciter tous les laboratoires de sciences humaines et sociales à essayer d'identifier les équipes de chercheurs pour pouvoir répondre aux demandes. Regarde la société rapidement. Malheureusement, ils avaient fait une étude en 2008 sur la perception du public et des professionnels. Étude intéressante qui montrait à la fois la lourdeur, le manque de connaissances, les attentes vis-à-vis des pouvoirs publics. Et cette étude n'a pas été répliquée, et j'ai appris récemment qu'elle allait se refaire maintenant. Donc tant mieux, on aura comme ça un avant-après qui nous permettra de voir si vraiment il y a eu un impact au niveau de la société. Et ça me semble essentiel. Parce que finalement, nous, entre professionnels, on connaît le plan Alzheimer, on l'a entendu parler, les gens le savent, mais quand vous parlez avec les familles, avec les personnes elles-mêmes, vous apercevez qu'ils sont loin de nos préoccupations. EREMA, l'espace de recherche éthique sur maladie d'Alzheimer, a eu un travail intéressant, et donc là, il faut poursuivre un certain nombre de réflexions. Deux points qui me semblent manquer, c'est la question de la fin de vie, et là, il faut interroger le CCNE sur ces problèmes de fin de vie, et que le problème des directives anticipées dans le cadre de cette maladie, et les questions juridiques qui sont à développer. Bon, dans les propositions que nous faisons, alors je vous rappelle quand même, mais c'est à la fois ma conviction et c'est à la fois aussi ce qui avait été annoncé par le président de la République actuelle, c'était de penser à l'élargissement de ce plan. Donc nous, ce que nous proposons, c'est de conserver le plan en élargissant, et là, j'ai fait exprès, si vous voulez, de ne pas mettre une liste de pathologies et de donner un cadre. Et ce cadre me semble essentiel, c'est-à-dire qu'on a affaire à des maladies du cerveau, on a affaire à des maladies du cerveau, et donc pas du reste du système nerveux, on a affaire à des maladies cérébrales chroniques, plus ou moins invalidantes, et touchant principalement la cognition. Et je crois qu'à travers ça, on peut avoir un champ pour lequel on a à la fois des actions qui peuvent être intéressantes en termes de prise en charge, et on sait très bien que moi j'ai une vision un peu woodienne en termes des conséquences des états chroniques invalidants stabilisés dans lesquels les réponses peuvent être adaptées, mais également aussi il peut y avoir toute une série de questions en termes de recherche, voire de recherche fondamentale, sur lesquelles les gens peuvent se retrouver. Et là encore, il y a des rencontres à avoir, et quand les gens travaillent sur des protéines, par exemple, au niveau cérébral, souvent ils ne se rencontrent pas suffisamment pour pouvoir échanger et faire en sorte qu'il y a peut-être des projets qui renforceront les choses. Renforcer les mesures structurantes, et en particulier l'intégration des services, la qualité de prise en charge, intégrer et rendre plus souple toute une série de mesures qui semblent être la bonne prise en charge des personnes âgées, faire des PASA dans des EHPAD, bah oui c'est bien, bah écoutez, on va pas en faire un truc très particulier, et donc ça rentre ce que j'appelle dans le droit commun, c'est-à-dire ça passe au niveau des ARS, ça n'a pas besoin d'être un plan pour ça, et poursuivre bien entendu les efforts de recherche en intégrant ces différentes dimensions. Quant au pilotage, je proposais, moi, que ce pilotage reste transversal, mais avec au-dessus un comité interministériel, puisque nous n'aurons pas un plan présidentiel, et parce que n'oubliez pas, hein, c'est des histoires des silos, et j'ai même proposé que les gouvernements se constituent en maillat d'une certaine façon pour pouvoir essayer de communiquer un petit peu quelquefois entre les différents ministères, et mieux articuler les actions des agences régionales et maintenir un référent au niveau de ces agences régionales.
Donc, en conclusion, si vous voulez, moi, l'idée, c'est que ce troisième plan, il a permis des avancées sur le prendre soin, sur le médico-social, sur la recherche. Il a besoin encore de consolidation par un quatrième plan qui serait élargi aux maladies neurodégénératives telles que je les ai définies et qui serait resserré sur des mesures innovantes ou à renforcer, et d'autres seront à déconcentrer sur les agences régionales. Avec une gouvernance qui sera assouplie, pour plus d'adaptation au terrain, et donc c'est le fameux bottom-up plutôt que le top-down qui a été une caractéristique de ce plan. Et bien entendu, en s'inscrivant dans la stratégie nationale de santé, puisqu'elle a été annoncée il y a peu de jours, en inscrivant la cohérence dans tout ce qui se fait au niveau des différents plans ou rapports qui sont sortis ces derniers mois. La suite, vous avez appris tous, je pense, que le 21 septembre de cette année, au cours de la journée mondiale, les 3 ministères ont annoncé la création de 4 groupes de travail, dont vous avez les titres ici: améliorer le diagnostic, la prise en charge précoce des affections, l'entrée dans la maladie, répondre aux besoins des personnes à chaque étape de la maladie sur tous les territoires, adapter la société, etc., et développer et structurer la recherche. Donc il y a un comité de pilotage qui est coprésidé par les 3 ministères et qui s'appuieront sur les recommandations de ce rapport et d'autres contributions écrites et orales. Et bien entendu, il y aura une concertation étroite avec les associations de malades et les représentants de ce secteur. Alors peut-être que certains d'entre vous ont été pressentis, je ne sais pas, parce que là je n'interviens plus, si ce n'est que je fais partie du comité de pilotage, et les ministères s'occupent de ça, et donc on va voir un peu l'évolution de ces travaux au cours des semaines qui viennent. Je vous remercie.